Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique. Il y a une semaine, je vous ai partagé une expérience plutôt décevante sur une station de recharge Ionity. C'est une vidéo que je vous ai fait sur le vif. Il me fallait absolument vous faire une autre vidéo où je prenne le temps de prendre un peu de recul et où je prenne le temps vraiment de vous partager le contexte et les infos sur les sessions de charge et mon trajet. Et cette vidéo, c'est tout de suite. Il y a une semaine tout juste, j'étais sur le chemin du retour du week-end de Noël. Donc du coup, mon trajet, c'était de partir de Higuerande vers la région parisienne. C'est à peu près 360-380 km de route. Et pas mal de fois, ce trajet, je l'ai fait en passant par Avallon. Par Avallon parce que là-bas, on a un superchargeur V3 qui m'assure à tous les cas d'avoir de quoi me charger sans aucun souci. D'autant plus qu'avec le V3, quel que soit le nombre de personnes qui est sur la station, on sait qu'on va pouvoir trouver un niveau de puissance vraiment décent. Mais cette fois-ci, en fin de week-end de Noël, je voulais plutôt optimiser mon parcours, mes kilomètres, éventuellement mon temps de parcours, et j'ai voulu faire confiance aux stations Ionity. Du coup, j'ai programmé un itinéraire qui passe par la 77 et par l'aire du Jardin des Arbres. Donc pour vous donner un peu de contexte, l'idée c'est que je suis arrivé sur la station Ionity avec 1% de niveau de charge. Donc ce niveau de charge d'arrivée, je le gérais. Et l'idée pour moi c'était d'arriver entre 1 et 3%. Bon, 1% ça m'allait. L'idée c'est que je n'avais pas de réduction de puissance, donc j'étais vraiment en mode nominal sur le fonctionnement de la voiture. J'étais pas en mode réserve. Et j'arrivais d'une session de 2h30 de route. Il faisait à peu près 10 degrés dehors, donc 2h30 de route, et l'heure qui a précédé mon arrêt, j'étais à une vitesse moyenne, donc ça c'est, je vous donne des infos qui viennent de TeslaMate, donc c'est pas de l'à peu près, c'est j'étais à une vitesse moyenne de 130 km/h pendant toute l'heure qui a précédé mon arrêt. Donc a priori, ma batterie n'était pas froide, d'autant plus que j'ai sélectionné, alors ça peut-être que je peux vous le montrer, typiquement ici, si jamais je fais navigation, que je fais, si je fais navigation, que je fais recharge, ici je vais avoir les superchargeurs qui apparaissent, mais je dois aussi avoir, par exemple, là on voit station Ionity de Darvaux. Donc c'est le même principe que j'ai fait, sauf que c'était l'aire du Jardin des Arbres. Et quand on fait comme ça, la Tesla sait qu'on se dirige vers un chargeur ultra rapide et la Tesla est capable de lancer le préconditionnement du pack batterie. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Donc l'idée, c'est que j'étais censé vraiment pouvoir arriver sur la station en mode nominal et pouvoir profiter d'une part des 350 kilowatts que sont censés m'offrir cette station. Mais comme vous savez, ça s'est pas exactement passé comme ça, sinon j'aurais pas eu besoin de faire une vidéo. L'idée c'est que quand je suis arrivé, il y avait déjà deux voitures qui se chargeaient. Je me suis mis sur un connecteur qui était encore un peu plus loin des deux premières voitures. Donc les deux premières voitures, c'était une Model 3 et une ID3. Donc je me branche et là je vois que j'ai que moins de 20 kW. Donc je me dis, bon, c'est peut-être parce que je suis arrivé à un niveau de charge un peu bas. J'attends quelques minutes, j'attends 6 minutes, et pendant 6 minutes, mon maximum de puissance de charge a été de 21 kW. Donc au bout de 6 minutes, je vais pas rester là plus longtemps, je me dis, il y a un souci, il faut que je me branche sur une autre borne. Donc avant de faire la manip, de me brancher sur une autre borne, je vais voir ce qui se passe sur les deux autres véhicules qui sont en train de charger. Je vois que l'ID3 est à un niveau de charge relativement élevé, enfin quand je dis élevé, de tête, il était entre 70 et 80%, et je vois qu'il charge qu'à 40 à 44 kilowatts. Donc je me dis, ok, peut-être que je connais pas bien la ID3, je connais pas la courbe de charge, c'est peut-être un niveau de charge élevé. Je regarde ce qui se passe sur la Model 3. La Model 3, elle était autour de 60% de niveau de charge et elle ne chargeait qu'à 40-44 kilowatts, ce qui est vraiment très très faible. Du coup, quand je vois ça, je me dis, ok, je vais pas perdre davantage de temps et d'argent
sur les bornes ultra rapides, il y a une borne juste à côté, une borne 50 kW, qui devrait forcément être beaucoup moins chère, parce que c'est pas une borne ultra rapide. Je vais me brancher dessus, vu que de toute façon, pour charger à 20 kW, j'ai pas besoin d'une borne ultra rapide. Je me branche, et là, directement, j'arrive à obtenir du 32 kW. Alors voilà, je passe d'une borne ultra rapide à une borne rapide, je passe à 10 kW de plus. Ok, donc ça veut peut-être dire qu'il y avait des soucis sur la borne d'avant, dont acte. Je reste là pendant 19 minutes. Et à partir de là, mon plan, c'est de me dire, ok, je vais juste récupérer de quoi aller vers un superchargeur, et je continuerai ma route en passant par un superchargeur, même si ça me fait faire un arrêt de plus, mais au moins je sais que ça se passera bien. Donc je reste 19 minutes, je vais avoir au maximum pendant ma session un pic autour de 42-43 kW, et au final, ma puissance moyenne pendant cette session de 20 minutes, ça a été de 35 kW. Ça, c'est un point de charge qui est censé pouvoir délivrer 50 kW. Alors attention, dans les chiffres que je vous annonce, il y a peut-être un léger biais. Le fait que, comme la Tesla utilise une partie de la puissance pour conditionner le pack batterie, je pense qu'il doit y avoir à peu près entre 5 et 7 kilowatts qui sont utilisés pour chauffer le pack batterie. Donc pour savoir ce que délivre vraiment la borne, je pense qu'il faudrait rajouter 5 à 7 kilowatts par rapport à ça. Mais on est loin du compte, Et quand j'arrive vraiment sur la fin, et là je vous partage tous les graphes que vous voyez, c'est les graphes qui viennent de TeslaMate pour être vraiment exact dans ce que je vous partage. Au moment de partir, je me dis, ok, c'est quand même dommage, je vois que les deux véhicules précédents sont partis, peut-être que c'est un problème du partage de la puissance disponible, donc avant de partir, je vais refaire une tentative et on va voir ce que ça va donner. Et là, je fais ma tentative, et directement, j'arrive aux 190 kW. 190 kW, c'est même mieux que ce que j'aurais pu espérer sur ces bornes. Du coup, je suis resté chargé pendant 9 minutes. Vous voyez la courbe de charge à l'écran. Et ça m'a emmené à une session de charge où j'avais une vitesse moyenne autour des 150 kW. C'est vraiment honorable. On m'aurait vendu ça à la base, j'aurais signé tout de suite. Donc l'idée, c'est que je suis resté 6 minutes, plus 19 minutes, plus 9 minutes, plus le temps que j'ai pris pour manœuvrer entre ces différents postes de charge, sortir de la carte, lancer la charge. Je suis resté beaucoup plus longtemps que ce que j'avais imaginé. Alors plus longtemps, c'était pas non plus totalement catastrophique, hein, ça m'a pas complètement fait planter mon trajet, mais c'est clairement pas agréable, surtout quand on voit le prix qu'on paye sur ces stations Ionity. Mais ce temps perdu et ces changements de bord, c'est juste le premier effet qui se coule. Le deuxième effet qui se coule, et vous me voyez venir, c'est le prix payé pour ces sessions de charge. La première session de charge de 6 minutes, elle m'a coûté 4,20 € pour moins de 3 kWh chargés. La deuxième session de charge m'a coûté à peu près 13 € pour 13 kWh. À peu près ça. Et la dernière session de charge, c'est celle qui a vraiment du sens. C'est celle sur laquelle j'ai pu être facturé au bon tarif de Ionity et je m'en suis tiré avec 6 € pour à peu près 25 kWh. Et là, je suis dans le vrai. Donc, ce qui est embêtant là, c'est pas la dernière session de charge où là, j'ai vraiment tiré parti de la puissance du chargeur. Ce qui m'embête, c'est la première. Et la deuxième chose qui m'embête, c'est de voir que la borne qu'ils mettent en plus, donc la borne qui est juste une borne rapide et pas une borne ultra rapide, ils la facturent à ce prix-là. Alors je comprends, il y a une infrastructure, mais quand ils développent leur réseau de recharge ultra rapide, si ça leur coûte très cher, c'est en partie parce qu'ils prévoient de tirer beaucoup de puissance sur le réseau Enedis. Mais sur la petite borne 50 kW, c'est pas du tout le même niveau de puissance. Donc ça devrait leur coûter beaucoup, beaucoup moins cher. Et quand en plus on voit les problèmes techniques qu'on a sur les autres bornes, ils devraient peut-être plus voir ça comme des bornes de secours et avoir des tarifs beaucoup plus accessibles. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui me rend carrément hors de moi, c'est que si j'avais été un épiphénomène, j'aurais pu comprendre. Une panne technique qui arrive un jour,
ça peut arriver. Mais là, en l'occurrence, ce qu'on voit quand on va sur les commentaires ChargeMap, c'est que c'est hyper récurrent. Il y a énormément de gens qui font des retours similaires aux miens. Et dans les commentaires de ma vidéo, vous êtes plusieurs à avoir connu la même station de charge avec des problèmes similaires. Donc je ne veux pas dire que ça arrive tout le temps, parce que la preuve, hein, j'ai réussi à obtenir les 190 kW en pic et 150 en moyenne. Donc on peut le faire, mais très souvent, il y a des sessions de charge qui ne se passent pas bien. Et maintenant, moi étant dans le domaine, je sais que quand on a des courbes de charge qui sont relevées, elles remontent. Et on est capable, côté opérateur, d'analyser tout ça, de comprendre ce qui se passe. Donc quand on a ce genre de remontée, et quand on a de l'autre côté autant de commentaires négatifs sur ChargeMap, on peut légitimement attendre une réaction. Moi, dans ma boîte, quand il y a un commentaire négatif, mais c'est panique à bord, c'est branle-bas de combat. On essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, on essaie de rappeler la personne, on essaie de mettre des commentaires pour dire voilà ce qui s'est passé. On essaie de comprendre aussi, de se remettre en question. On a eu par exemple le cas avec des écarts entre ce que les possesseurs de Tesla voyaient et ce que nous on voyait dans le système, et notamment le problème de préconditionnement de batterie dont je vous parle, qui fait que l'utilisateur il n'a pas la même perception que nous on a de la puissance délivrée et reçue. Donc on essaie vraiment d'analyser tout ça. Et quand je vois tous ces retours, je me dis que soit ils tiennent pas compte, ils ont pas envie, soit en fait peut-être qu'ils sont au courant, mais que de toute façon comme ils facturent à la minute, pour eux c'est un non-événement. Donc voilà, j'ai pris un petit peu de recul sur tout ça. Je peux comprendre qu'ils puissent avoir des problèmes techniques, mais franchement il faut les prendre en main. Il faut informer les utilisateurs. Si en ce moment ils savent qu'ils ont un défaut de raccordement avec Enedis, peut-être pas la puissance attendue, peut-être un défaut matériel, mais juste qu'on nous le dise et qu'on mette un petit panneau pour dire en ce moment on n'a pas le service qu'on aimerait vous rendre, on est vraiment désolé, pour la peine, sachez que le prix il est moins élevé en même temps, faites attention parce que vous aurez peut-être le bon service, peut-être pas le bon service, donc prenez ce compte se fait sur vos planifications. Donc juste nous informer et faire les actions pour qu'au final ça se passe mieux. Donc c'est vraiment ce que j'aurais pu attendre d'une station qu'on paye aussi cher. Après, vous savez, j'ai fait mon road trip en Mustang Mach-E, j'ai utilisé énormément de stations Ionity, ça s'était bien passé, et c'est pour ça que sur ce coup-là, je suis même pas allé voir les commentaires ChargeMap, alors que dans une des vidéos sur les pièges de l'électrique, je vous ai dit que c'est important de le faire. Là, j'étais en confiance, je l'ai pas fait, tant pis pour moi. Moi, maintenant, je sais que sur cette station, je n'y reviendrai que si j'ai l'information qu'il y a quelque chose qui a été corrigé, amélioré, ou si vraiment je n'ai pas du tout le choix. Et de manière générale, le réseau Ionity, maintenant, je vais l'utiliser avec beaucoup plus de précautions, et j'utiliserai plutôt le réseau Tesla. Donc ça fera plaisir à ceux qui n'ont pas de Tesla et qui veulent pas nous voir utiliser le réseau Ionity. Voilà. Mais sachez que bientôt, vous aurez aussi accès aux superchargeurs. Du coup, je pense que vous aurez plaisir à utiliser les superchargeurs. On verra comment ça se passe. Parce que il faut aussi que les superchargeurs s'adaptent à tous les véhicules sur le marché. Pour l'instant, ils géraient que les Tesla. Je suis curieux de voir si ça se passera aussi bien quand ils vont devoir gérer toute une panoplie de véhicules. Donc voilà pour mon retour. J'espère que le service Ionity va s'améliorer. Et juste pour la petite histoire, moi j'ai remonté le point. Alors j'ai pas appelé, c'était un dimanche 26 novembre. J'ai pas appelé en live pour dire que ça se passait pas bien, d'autant plus qu'il y avait d'autres voitures pour lesquelles ça se passait pas bien. Et il y a plein de commentaires ChargeMap. Donc je suis pas là pour faire leur boulot à leur place. Mais par contre, pour avoir droit sur ce que j'ai dépensé en plus, j'ai fait un petit email et malheureusement on m'a dit que pour l'instant ils ne pouvaient pas avoir d'action, ils attendent que le cycle de la facturation soit terminé pour faire suite à ma demande, mais voilà, c'est mon opérateur de badge qui fera la suite, on verra comment ça se passe. Donc je vous dis à la prochaine sur Nuage Magique, et surtout cette vidéo, ne le voyez pas comme un repoussoir concernant la mobilité électrique, parce que quand bien même j'ai eu mon expérience, au final ça m'a rajouté peut-être 20 minutes de plus sur le trajet que j'avais prévu, donc c'est pas la mort. Et si je m'étais appliqué une des règles que je vous partage, j'aurais vérifié les commentaires et j'aurais anticipé ce problème. Donc pour l'instant, il y a des règles de l'électrique qu'il vaut mieux appliquer. Je pense que d'ici peut-être, 1 à 2 ans,
on pourra voyager sans même se soucier de tous ces problèmes-là. D'ici là, je vous dis à la prochaine sur Nuages Magiques.